Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie aujourd'hui de revenir vers vous en présence de Magali Le Pape, qui est juriste d'entreprise et qui m'a beaucoup assisté dans les différents recours que j'ai dû mettre en œuvre face à la révocation dont j'ai été la victime, volontaire, si on peut le dire de cette façon, puisque depuis des années, vous le savez, je milite en faveur de l'enfance et en particulier dans le cadre de la nécessité de revendiquer leur droit à l'instruction et leur droit à l'intégrité morale et sexuelle maintenant, puisque les politiques de sexualisation précoce les mettent en danger, comme nous avons souvent eu l'occasion de l'exprimer sur ma chaîne et comme tant d'autres lanceurs d'alerte l'ont aussi à multiples reprises expliqué sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui je suis à Paris, d'habitude j'habite à la campagne, dans la grande diagonale du vide française. Et je suis montée à Paris pour rencontrer Magali qui m'assiste, comme je viens de vous le dire, à propos de ce recours que je fais contre la révocation dont je suis la victime. Et je vais donner tout de suite la parole à Magali. Merci d'être venue Magali. Bonjour. Bonjour Farida. Magali va donc vous expliquer quel type de recours nous avons mis en place en direction des institutions compétentes qui doivent reconsidérer donc leurs décisions grâce au recours que nous avons mis et que nous avons rédigé. N'est-ce pas Magali ? Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous le savez, Farida a reçu une décision administrative par rapport au conseil de son conseil discipline et donc la décision est la révocation. Il est utile quand même de rappeler que c'est la sanction la plus sévère, c'est-à-dire que la commission disciplinaire elle-même n'avait pas pris cette décision. Ils avaient balayé d'un revers de la main justement la révocation, mais il s'agit en fait de la décision du DRH. En fait, la commission disciplinaire n'avait pas réussi à regrouper les 50% d'opinion. Qui sont obligatoires. Donc ils ont dû renvoyer à la décision du ministère. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est le DRH, si vous voulez, le directeur général, qui lui justement a statué et qui a pris justement cette décision administrative qui est la révocation. Donc voilà. Donc vous avez reçu cette décision par lettre recommandée dernièrement. Alors les recours qui vous étaient ouverts sont dans un premier temps le recours amiable, ce que l'on a fait ensemble. Voilà, nous avons travaillé sur ce recours amiable et vous avez donc justement reçu une réponse où justement la commission vous demande justement de présenter vos observations par rapport aux nouvelles observations du DRH. C'est-à-dire que ce recours amiable a été envoyé au Conseil supérieur de la fonction publique. Vous l'aviez rédigé Magali. Et ce qui m'a beaucoup reposé, parce que dans ce genre d'histoire, il faut comprendre une chose, ceux qui nous écoutaient en ce moment, c'est qu'on cherche à nous épuiser. On cherche à épuiser évidemment la personne qui a été sanctionnée. Et c'est sur la base de l'épuisement et de l'usure qu'on espère obtenir d'elle le lâcher-prise dans le mauvais sens du terme cette fois-ci, c'est-à-dire l'abandon. Or, j'ai la chance d'être très bien entourée, en particulier par Roman Rodriguez, là, qui est comme toujours derrière la caméra, mais aussi par Magali, par le père Horowitz, par de nombreux youtubeurs maintenant qui me soutiennent, par des gens qui à la base ont participé aux cagnottes pour financer justement tous ces recours, en particulier celui de mon avocat. Et donc je voudrais d'abord tous vous remercier et puis dire que tout cet engagement qu'il y a autour de moi, c'est un engagement en fait qui est aussi autour des enfants et pour les enfants. Parce qu'au-delà de ma personne, l'enjeu, vous l'avez tous bien compris, c'est l'intégrité, la sauvegarde de nos enfants à l'école, lesquels sont toutes deux attaqués par des programmes absolument mortifères, le mot pour lequel j'ai d'ailleurs pris la sanction, je le répète et je l'assume, car on ne peut pas attenter à l'intégrité sexuelle des enfants, on ne peut pas davantage les empêcher de s'instruire normalement à cause de méthodes qui sont constructivistes, comme je l'ai souvent développé, et qui conduisent à l'échec scolaire. Donc ce Conseil supérieur de la fonction publique nous a envoyé, en réponse à votre premier courrier, une autre lettre m'indiquant que je pouvais formuler mes propres observations après que le ministre de l'Éducation nationale, sous la plume du DRH, qui maintient sa position de vouloir me réformer, on me propose maintenant, Magali, de présenter mes observations. Alors quelles vont être mes observations ? On le dit ou on le dit pas ? On peut dire une première chose déjà. Oui, tout à fait, on peut dire une première chose, c'est-à-dire que dans les conclusions, en tout cas les observations du DRH,
Il s'est contenté simplement de répondre par rapport à nos premières observations, c'est-à-dire que la question qui se pose de manière très légitime et qui est sur en fait un problème de légalité de la décision, c'est-à-dire que, à mon sens, à notre sens et également au sens de votre avocat, on pense, si vous voulez, qu'il y a un problème donc, de légalité par rapport à la décision qui prononce la révocation et de toute façon un DRH ou un directeur général doit être habilité à prendre ce genre de décision et avoir le pouvoir légal nécessaire. C'est-à-dire qu'à mon sens, il aurait fallu qu'il présente, si vous voulez, un pouvoir pour le faire. Alors c'est très étrange, c'est-à-dire que la commission soumet donc les observations de ce monsieur-là. Il répond lui-même qu'il a la possibilité justement de prendre sa décision, mais sans même justifier cette demande, si vous voulez. Donc je trouve que c'est un petit peu... déjà, les conclusions ne sont pas motivées et bien évidemment, ça découle de sens. Voilà, c'est-à-dire que le monsieur, lui, est jugé parti. Il répond sur les propres observations qu'il met en fait quelque part en accusation par rapport à ce point-là. Donc voilà, c'est ce pourquoi votre avocat, lui, a travaillé sur un recours par rapport à une requête au fond devant le tribunal administratif, parce que le délai était de 2 mois pour pouvoir saisir le tribunal administratif. Et moi, je vous ai conseillé et je vous ai soumis l'idée de faire une autre procédure qui s'appelle un référé, une requête en référé-suspension qui permet au tribunal administratif, le cas échéant, si vous voulez, d'ordonner la suspension à titre provisoire en attendant en fait la décision du tribunal administratif dans le fond. Oui, alors ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est que la signification de la révocation est arrivée hors délai. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la décision elle-même a été prise et datée hors délai. C'est-à-dire que normalement, la décision aurait dû être prise dans un délai, si vous voulez, qui est réglementé par un article de loi, si vous voulez. Donc c'est incontestable. Et là, elle est hors délai. Donc de toute façon, de facto, cette décision, si vous voulez, est illégale sur différents points. C'est-à-dire qu'il y a une nullité de la décision, mais quand on applique le droit, et bien évidemment dans un état de droit. À partir du moment où nous sommes dans un état où l'état de droit est paralysé et que le ministère, si vous voulez, de l'Éducation nationale, de par ses fonctionnaires, si vous voulez, viole le droit ou alors le travestit, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Alors ça pose le problème de l'ensemble du corps enseignant, de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, parce que mon cas finalement est emblématique d'une situation générale. Elle est d'abord emblématique, me semble-t-il, de la situation d'isolement dans laquelle on a mis nos enfants à l'école, qui ne peuvent pas avoir de défenseurs. Leurs parents sont réprimés, humiliés, eux-mêmes, comment dirais-je, insultés parfois, lorsqu'ils tentent de faire en sorte de comprendre ce qu'est par exemple, ce que sont ces cours d'éducation sexuelle, comment cela se passe exactement à l'école, alors que parallèlement on leur reproche d'être absents. Mais lorsqu'ils viennent sur des questions de programme qui fâchent, c'est-à-dire sur des choses qui nous ont été imposées, on n'a pas peur de le dire, par des lobbies, et bien là les parents sont rejetés du système, alors que dans les textes il est dit que les parents sont des partenaires à part entière de l'éducation nationale. Donc ils ont le droit d'être informés de ce qui se passe dans les murs où ils déposent leurs enfants le matin avant d'aller travailler pour payer leurs taxes. Bien. Donc si on en est aujourd'hui à ce que des parents soient rejetés quand ils posent des questions légitimes quant au sort de leurs enfants, quant aux enseignements qui leur sont délivrés, on est dans une situation encore une fois qui est celle du non-droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut véritablement se poser la question de savoir dans quel état se trouve l'état de droit de la République actuelle. Et on a malheureusement des éléments objectifs qui nous permettent de dire que le droit n'est pas respecté, que donc l'état de droit est en train de se réduire à une peau de chagrin, c'est-à-dire de disparaître progressivement à un point où on peut craindre l'arbitraire le plus total, arbitraire qui est tout de même, je dirais, le point d'orgue de la façon dont on m'a traité durant ce conseil de discipline et qui est à l'image de la décision la plus radicale et la plus dure qui en est sortie en dehors de toute considération légale, comme on vient de le dire. Donc, aujourd'hui, dans l'actualité, nous avons des directeurs d'école qui s'opposent à la loi Blanquer, la loi dite de l'école de la confiance. Vous savez que lorsqu'on commence à parler de liberté, d'égalité et de confiance, ça veut dire que ni la liberté, ni l'égalité, ni la confiance n'existent.
n'est-ce pas? C'est-à-dire si on décide de les mettre en slogan, ça veut dire que évidemment, à la place de la confiance, on a plutôt affaire à la méfiance, et je crois que c'est une méfiance qui est légitime vu le traitement qui est réservé au personnel de l'éducation nationale qui résiste dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt des familles, dont je suis un exemple, mais je ne suis pas le seul exemple, puisque nous avons en ce moment 2 directeurs d'école dans l'Hérault et au Havre, je crois bien si je ne m'abuse, qui ont été plus ou moins sanctionnés, mais quand même plus que moins, parce qu'ils se sont opposés à la loi Blanquer. Donc cette loi Blanquer aujourd'hui ne devrait pas être contestable du point de vue du pouvoir. Et là, je pense qu'en termes de liberté d'expression, Magali, vous aurez quand même pas mal de choses à dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on voit bien que la liberté d'expression est de plus en plus réduite, si vous voulez, de manière générale. Et d'autant plus au niveau, si vous voulez, des fonctionnaires et notamment du professorat dans les écoles. C'est-à-dire que tout cela est arbitraire. C'est-à-dire que les professeurs n'ont plus le droit de penser par eux-mêmes et encore moins le droit de dire ce qu'ils pensent réellement. Voilà, donc en fait, il s'agit tout simplement d'une idéologie politique, je pense qu'il faut oser le dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que font les États totalitaires. C'est-à-dire qu'ils conditionnent leurs propres fonctionnaires à penser comme eux et à interdire toute pensée différente. Voilà. Et si un employeur dans le privé le faisait, comment pourrions-nous appeler cela ? Ce ne serait pas possible, ça ferait un scandale. Donc il faut bien, je pense, dire les choses. Il s'agit d'une idéologie politique ou même d'une doctrine politique, si vous voulez, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque fois, le totalitarisme est complètement décomplexé, il est positif. Et d'ailleurs, on le voit bien, si vous voulez, les dommages collatéraux. Voilà. Parce que quand vous disiez, Farida, le problème, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui à l'école, il y a un problème au niveau de l'apprentissage, mais qui ne date pas d'hier. Il y a un problème également au niveau des cours d'éducation à la sexualité, c'est pareil, tout cela est présenté sur quelque chose de positif et complètement décomplexé, mais les dommages collatéraux que subissent justement les enfants sont assez dramatiques. Et toute personne qui vient en fait contester cette doctrine politique, elle est écartée si vous voulez, et elle est anéantie socialement, financièrement. C'est-à-dire, en fait, c'est une démarche défensive d'un état de droit totalitaire, en fait, qui prend en otage ses propres fonctionnaires qui ne vont pas dans le sens de leur doctrine. Alors avec ce tableau particulièrement inquiétant, y a-t-il des perspectives positives pour les enfants ? Eh bien forcément il y en a toujours une, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans des situations déséquilibrées à 100%. L'équilibre peut être restauré par le seul biais que nous envisageons aujourd'hui, c'est les parents protecteurs. Voilà, donc nos enfants, vos enfants, vous êtes leurs parents, nous espérons que vous soyez protecteurs, ce qui suppose que vous ayez à l'esprit la volonté effectivement de les protéger et donc de vous manifester de manière extrêmement claire et ferme pour interdire par exemple et notamment les cours à la sexualité qui ont déjà commis, vous parliez de dommages, nous on a tous les jours des témoignages de familles catholiques ou musulmanes ou agnostiques, avec des témoignages d'enfants, en particulier au collège, en 5e et en 4e, qui nous font part du traumatisme dont ils ont été les victimes à l'issue ou à la suite de cours d'éducation sexuelle qu'on impose à ces enfants d'une manière absolument épouvantable. Nous n'avons pas la liberté aujourd'hui, par peur des représailles, en particulier au niveau des familles, de vous fournir ces témoignages, mais nous viendrons peut-être quand même un jour le faire, après avoir pris les protections juridiques qui s'imposent. Bien évidemment. Mais je peux vous garantir qu'actuellement, les enfants sont, effractés de plus en plus, qu'ils sont dans une situation qui est ingérable pour eux. Et on ne peut pas dire aux enfants de se protéger eux-mêmes comme certains le font dans le cadre de la prévention. Par exemple, on leur propose de venir se boucher les oreilles ou de ne pas écouter ce qui se passe à l'école. C'est inenvisageable. Ce sont aux adultes de protéger les enfants. Les enfants ne sont pas terminés, pour employer ce terme, dans leur développement, et c'est à leurs parents de faire en sorte qu'ils s'érigent en forteresse et en rempart pour protéger les enfants. Alors protéger les enfants comment ? En les sortant de l'école, ce que nous avons fait, vous et moi, à une autre époque où la situation était moins dangereuse quand même,
Magali Le Pape et moi-même sommes des parents, des mamans déscolarisantes. Donc nous avons eu des enfants qui n'ont pas été à l'école et qui aujourd'hui sont extrêmement bien intégrés dans la société et ont d'ores et déjà un avenir professionnel qui est conforme à notre engagement de mère protectrice, puisque ça leur a permis justement de se développer en toute sécurité dans un milieu où ils ont pu recevoir la transmission que leur âge imposait. Et de développer leur quotient, et de développer bien évidemment leur quotient intellectuel, parce que quand on voit au jour d'aujourd'hui le quotient intellectuel, le niveau intellectuel des enfants, il est au plus bas. Il est au plus bas. Non seulement c'est un premier problème, il y a un problème aussi de culture. Les enfants, quand on voit les statistiques, si vous voulez, sont très claires. Ils ne savent très peu lire, très peu écrire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors vous avez cette possibilité de les déscolariser, mais nous avons évidemment conscience que tout le monde ne peut pas le faire pour une structure. Il faut quand même une structure derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les enfants sans scolarisation. C'est-à-dire c'est l'instruction qui est obligatoire, pas l'école. Il faut bien évidemment s'organiser pour qu'il y ait bien évidemment un suivi au quotidien par les cours par correspondance et ou, si vous voulez, un professeur qualifié à domicile. Par exemple. Voilà, tout à fait. Ou bien faire l'instruction en famille soi-même à partir de... Il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit régulier. Alors on reviendra sur cela parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui permettent aux gens de faire l'école à la maison. C'est pas vraiment le sujet maintenant. C'est pas le moment là maintenant tout de suite d'exposer les modalités de l'école à la maison. On veut dire simplement que c'est une perspective tout à fait sérieuse que vous pouvez envisager et vous irez sur les réseaux sociaux, en particulier sur le net. Si vous saisissez instruction en famille, école à la maison, vous allez trouver évidemment de nombreuses informations concernant cette possibilité. Et moi-même sur ma chaîne avec vous, si vous le voulez, un jour prochain, Magali, nous ferons une émission là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule d'ailleurs « L'explosion de l'école à la maison, comment s'y prendre ?» Vous pouvez d'ores et déjà en prendre connaissance sur la chaîne YouTube de Farida Belgoul, votre servante. Alors, donc, l'école à la maison, c'est une chose, mais vous avez aussi l'action que nous avons proposée avec Romane Rodriguez et la FAPEC, dont je suis la présidente, dont le père Horowitz est le vice-président, la Fédération autonome des parents engagés et courageux, la FAPEC qui vous a donc proposé, avec le mouvement JRE que je préside toujours, une opération qui s'appelle Porte ouverte sur l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que vous écrivez au chef d'établissement et au nom du fait que vous êtes membre à part entière en tant que parent de la communauté éducative de l'école, vous demandez à assister à ces cours d'éducation sexuelle. Vous y envoyez 1 ou 2 parents en délégation autonome, c'est-à-dire qui ne soient pas issus des fédérations de parents, je dirais, conformes avec les desiderata du pouvoir, comme par exemple la FCPE ou les PEP. Donc en parent autonome, vous écrivez ce courrier que vous allez trouver aussi sur notre site mouvement-jre.com, dont vous trouverez aussi un mode d'emploi sur ma chaîne YouTube Farida Belgoul. Vous saisissez la lettre au chef d'établissement et vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube et vous demandez à ce qu'un parent par classe ou 2 puisse assister au moment de la tenue de ces séances d'éducation sexuelle, que des parents soient observateurs de cet enseignement, si on peut l'appeler comme cela, de façon à en protéger vos enfants, parce que bien évidemment la présence des parents dans ces cours va totalement modifier la donne. Oui, tout à fait. Et moi, je dirais même un petit peu plus loin, dans le sens où les parents peuvent demander justement le contenu des cours. C'est-à-dire qu'un professeur ou un intervenant ne va pas improviser un cours au niveau des enfants. Il a forcément une préparation. Donc, il faut tout simplement que les parents fassent la demande du contenu et des supports des cours. Ça, c'est la première chose. Faire la demande auprès de qui ? Auprès du ou des professeurs, peut-être auprès du professeur principal ou alors du directeur ou de la directrice de l'établissement. Ça, c'est le minimum. Voilà, moi je veux même un petit peu plus loin que vous. Oui, j'avais oublié de le préciser, vous avez tout à fait raison. Ce que je veux rajouter là maintenant à ce que vient de dire Magali Le Pape, c'est que, y compris dans les écoles catholiques, vous avez sous contrat, les écoles catholiques sous contrat, vous avez les mêmes programmes en direction des enfants. Et j'en veux pour preuve un document parmi tous ceux que nous recevons, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui vient d'une école dont je ne citerai pas le nom dans la région lyonnaise, et qui dit par exemple que effectivement une éducation affective, relationnelle et sexuelle va avoir lieu. Donc si je regarde bien le document,
dans des classes de cours moyens, donc CM1. Nous avons ici reçu une lettre qu'une école de Lyon, catholique sous contrat, a envoyée aux parents des élèves. Vous voyez, Magali. Et dans cette lettre, il est annoncé que les cours d'éducation sexuelle de classe de CM vont commencer très prochainement. Voilà. Et ça va être dans le cadre des programmes de sciences. Donc, une réunion est préconisée avec les parents pour obtenir leur consentement, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'autre chose. Et regardez le fait que vous allez avoir une association qui vient de l'extérieur de l'école intervenir. Hein. Je ne sais pas si on peut citer le nom de cette association, peut-être pas. On va éviter. Dans cette école catholique, une association donc qui vient en tant qu'intervenant extérieur s'adresser aux enfants. Sur quel programme? Eh bien le voilà. Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant. Donc la naissance, la croissance, la capacité à se reproduire, le vieillissement et la mort au cours d'une vie. Bien. C'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Voilà. En cours de cours moyen, donc on a 8, 9 et à peine 10 ans. À peine 10 ans. Ensuite, ils vont devoir traiter des différences morphologiques. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait s'attendre entre garçons et filles, c'est déjà pas terrible, n'est-ce pas? Donc garçons et filles, vous le voyez Magali, hein, mais aussi entre hommes et femmes. Donc on va forcément, probablement montrer des sexes d'hommes et des sexes de femmes, adultes. Oui, c'est ce qu'on appelle communément de la pornographie. On peut l'appeler comme ça. Ensuite, en troisième point, ils vont traiter ces enfants de CM1 et CM2, donc, d'enfants donc, âgés de 9, 10 et 11, 8, 9, 10 ans. Voilà. Petit. Ils vont traiter en troisième point dans ce programme qu'on nous informe là, du stade de développement, des stades de développement. Alors, on va passer de l'œuf au fœtus, au bébé, au jeune adulte. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont raconter là. Mais en tout cas, ensuite, en quatrième point, vous allez avoir... des changements. Les changements du corps au moment de la puberté, avec les modifications morphologiques et comportementales et physiologiques lors de la puberté. Donc on a déjà vu des vidéos des mainstream qui ont été tournées dans des classes où on a montré effectivement comment à des élèves de 8-9 ans, eh bien, on parlait d'éjaculation comme étant... une des modifications morphologiques du corps du garçon qu'on comparait d'ailleurs au corps de son père. C'est-à-dire que là, il y avait totalement, comme je l'ai dit déjà, une transgression de la figure du père en classe à l'égard des enfants. Oui, alors là, c'est un programme qui est détaillé, il n'est pas fini, et on n'a pas, si vous voulez, l'entièreté du support. Ce qu'on peut conclure, en tout cas, c'est que c'est une violation des consciences. Il y a ça, pardon. Excusez-moi Magali, parce que je n'avais pas donné le dernier point qui est d'une extrême importance. Hein, et ensuite, je vous recède la parole, qu'on comprenne bien ce que je veux faire en vous retirant le micro. C'est que je voulais absolument donner le dernier point du programme, qui est d'étudier, et qui est fondamental, le rôle respectif des deux sexes dans la reproduction. Je répète, si on n'a pas bien compris, que les enfants de cours moyen, c'est-à-dire de 9 et 10 ans, 8 ans, vont étudier le rôle respectif des deux sexes dans la reproduction. Alors, là, c'est quoi là ? C'est effrayant, c'est très violent pour des enfants qui n'ont pas la maturité nécessaire pour encaisser en fait ce programme. Il s'agit, comme je viens de vous le dire, d'une violation des consciences, mais tout ça est banalisé en fait. C'est-à-dire que normalement, les parents, si vous voulez, ont la responsabilité de leurs enfants. Et donc, doivent prendre les mesures nécessaires pour ne pas exposer leurs enfants à quelle que soit la forme de violence qui soit, que ça soit à l'école ou ailleurs. Et incontestablement, on peut de toute façon le dire. Après, plusieurs personnes peuvent ne pas être d'accord, mais après, c'est une question de responsabilité, de maturité et de discernement. Incontestablement, les cours d'éducation à la sexualité pour les enfants ne sont pas appropriés. C'est une violation des consciences. Et en plus de ça, un adulte ne doit pas faire de cours d'éducation à la sexualité avec des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un adulte. Et l'adulte ne doit pas franchir la barrière de sexualité auprès des enfants. C'est aux familles, si elles le jugent nécessaire,
de faire l'éducation et éventuellement l'éducation à la sexualité. Mais l'enfant, si vous voulez, dans son psychisme, ne doit pas être effracté. Et là, il est effracté. Donc c'est ce pourquoi ça pose un problème. On est sur un problème d'ordre moral, mais on est sur un problème d'ordre pénal. D'ordre pénal. Alors pour revenir sur les rôles respectifs des deux sexes dans la reproduction, il faut quand même qu'on dise les choses comme elles sont. En plein mois de Ramadan, je jeûne, je ne devrais pas employer un certain nombre de mots, mais je vais quand même là dire qu'il s'agit en fait de parler à des enfants de 8-9 ans, de pénétrants et de pénétrer les rôles respectifs. De parler de ça en classe. Ce qui est absolument... Il y a une dame, là, on est dans un restaurant. Voilà, il y a une réaction à côté de moi, là, on est dans un restaurant et on a une réaction de maman qui écarquille les yeux en nous écoutant. Ce qui veut dire une chose, c'est que les parents ne sont pas d'accord, que les enfants ne le souhaitent pas davantage, puisque nous avons autour de nous de nombreux témoignages, je le dis, et nous les consignons. Ils sont archivés, consignés en lieu sûr. Exactement comme ce document que je viens de lire. Ce n'est pas un document que j'ai inventé, c'est un document qui provient d'une école catholique sous contrat, qui est officielle et dont j'ai forcément la trace. Donc je ne donne pas le nom de l'école, ni des intervenants par sécurité, puisqu'on m'a déjà traîné au tribunal correctionnel à plusieurs reprises dans le cadre de ce genre d'informations. Donc je ne vais pas retenter l'aventure, évidemment. Mais c'est simplement pour dire aux parents aujourd'hui et aux enseignants et au personnel de l'éducation nationale que nous sommes des adultes, qu'une prise de conscience, comme Magali Le Pape vient de le dire, s'impose, qu'il faut rester en contact avec le mouvement JRE que nous présidons et avec lequel nous travaillons, Roman Rodriguez et moi, depuis 5 ans. Vous pouvez nous écrire à contact @mouvement-jre.com. Magali Le Pape et moi-même, nous reviendrons bientôt en live ou en vidéo vous faire part des résultats de nos différents recours. Merci Magali, à bientôt et je vous laisse le dernier mot. Oui, merci Farida. C'est vrai que les parents doivent vraiment, comme vous venez de le dire, prendre conscience et prendre conscience très très vite. Pourquoi ? Parce que on est dans une société où tout va très très vite et la moindre des choses, c'est que les parents doivent avoir le choix et la liberté par rapport en fait aux cours qui sont imposés et qui ne sont pas obligatoires dans un programme scolaire. Il faut le rappeler, les cours d'éducation à la sexualité au départ ne sont pas obligatoires. Ils ont été rajoutés par une loi qui à mon sens est une loi inique si vous voulez, et les parents doivent de toute façon garder leur rôle de parents et être responsables. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Au revoir, merci à tous. Suivez-nous sur la chaîne YouTube Farida Belgoul. À bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.